J'ai le plaisir d'animer la dernière séance, la 12e, avec 4 conférences. Sans tarder, je donne la parole à notre première conférencière, Madame Aline Germain-Rutherford de l'Université d'Ottawa, Canada. Elle enseigne à la faculté d'éducation et est la vice-présidente des affaires académiques. Aline, vous avez la parole pour 10 minutes. Je voulais vous parler d'un projet qui date depuis 2008 en partenariat avec le Centre européen des langues vivantes. Et donc, ce projet est un projet d'équipe puisque nous sommes 8 chercheurs qui viennent, alors moi-même du Canada, mais chercheurs donc, de l'université de Catalonia, l'université Open University de Catalonia, l'Open University de Grande-Bretagne, de UK, et aussi des collègues d'organismes gouvernementaux allemands. Et ce projet, quand il a été créé en 2008, était justement un projet de formation pour les enseignants de langue et au niveau donc de l'intégration des technologies dans les enseignements de langue. Donc, on a eu plusieurs projets qui ont évolué. Et puis, donc, le dernier qui date depuis 2016, toujours évidemment avec le Centre européen des langues modernes, des langues vivantes, s'appelle ICT Rev. Et ce projet, donc, était de construire un inventaire d'outils qui permettrait donc aux enseignants de langue d'intégrer, mais aussi de choisir différents outils. Ce projet de formation, donc pour les formations des enseignants, au départ, donc, était en présentiel, puisque nous allions dans les différents pays membres du Centre européen des langues vivantes. Nous sommes allés dans une soixantaine de pays. Nous avons offert une soixantaine d'ateliers dans plus de j'essaie de me rappeler, dans plus de 29 pays européens, mais donc en présentiel où nous partagions des pratiques, des modèles d'intégration, donc des technologies pour l'enseignement des langues. La dynamique de ces ateliers, donc, qui étaient en présentiel, était une dynamique très participative, c'est-à-dire que avant même l'atelier, nous avions un échange déjà avec les participants qui étaient des professeurs, des professionnels de l'enseignement des langues d'à peu près tous les niveaux. Ça partait du primaire jusqu'au postsecondaire. Mais c'était des ateliers très participatifs, c'est-à-dire qu'on partait de leurs pratiques, de leur contexte, de leurs expériences. Et puis à partir donc de ces pratiques et avec une philosophie très distribuée, de savoir distribuer, eh bien, ensemble, on partageait donc des connaissances aussi sur les différentes technologies et comment ces technologies venaient donc appuyer le projet pédagogique, évidemment, de ces enseignants. Avec une approche très réflexive et puis aussi dans le but de créer des synergies. Parce que ce qu'on voyait dans tous nos ateliers donc dans différents pays européens, c'est que ces participants qui se réunissaient donc dans telle ville, dans tel pays européen,
soit ne se connaissaient pas ou ne réalisaient pas que dans leur propre région, il y avait quand même déjà pas mal d'activités, pas mal d'actions qui se faisaient pour l'intégration, donc l'intégration intelligente et pédagogique des outils technologiques dans leur pratique pour l'enseignement des langues. Et donc, il y avait aussi cette création de synergie, ce qui veut dire que quand nous, on partait, il y a eu on continuait à travers des communautés de pratiques virtuelles, le dialogue pouvait continuer et donc le développement professionnel, en fin de compte, pouvait continuer. Donc, on a fait ça pendant pas mal d'années, évidemment en présentiel. Et puis, il y a eu le Covid-19 et on ne voulait pas arrêter quand même cette dynamique qui était vraiment très, très enrichissante. Hein. Nous-mêmes, pour nous aussi, les enseignants-chercheurs avec les praticiens qu'on rencontrait. Et donc, on a continué et on continue ces formations, mais avec un modèle virtuel, un modèle qui partage des heures synchrones et donc des contacts synchrones avec l'utilisation de Zoom, mais aussi à travers la plateforme Moodle pour le partage donc de ressources et puis des interactions asynchrones aussi. En général, nos ateliers en présentiel se passaient sur 2 jours entiers où on avait le temps de se connaître, de comprendre nos différents contextes et puis aussi de construire ensemble des activités qui pouvaient être ensuite réutilisées dans les salles de classe. Et là, évidemment, ce format de 2 jours se transforme en format de 3 jours virtuellement, encore une fois, avec des contacts synchrones, des contacts asynchrones, etc. Mais au fur et à mesure donc, de ces échanges, on s'est rendu compte que même s'il y avait un enthousiasme, une motivation extraordinaire pour découvrir, explorer différentes façons, différents types d'outils, différentes façons de les intégrer, encore une fois pour un projet pédagogique, il y avait toujours cette question qui revenait constamment et qui était le monde et les outils et les applications technologiques évoluent très vite. Il y a un trop-plein, il y a beaucoup trop d'outils. Et nous, enseignants, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller regarder, d'évaluer quels sont tous ces outils. Et c'est dommage parce qu'on sait qu'il y en a qui pourraient être vraiment une valeur ajoutée dans ce que l'on amène pédagogiquement dans nos approches et dans nos pratiques, mais on n'a pas le temps. Et puis, on est très confus parce qu'il y a tellement de critères, il y a tellement, donc comment faire? Et c'est là où le Centre européen des langues vivantes nous a demandé à nous, notre groupe donc de 8 chercheurs, de travailler sur cette question-là et donc de développer un inventaire d'outils technologiques, d'applications pour l'enseignement des langues, pas uniquement du français, mais l'enseignement des langues. Et donc au fil des ans, depuis 2016, en allant chercher justement les outils que ces différents professeurs de ces différents pays européens utilisaient, d'aller chercher ces outils, d'évaluer ces outils, de décrire ces outils, aussi de déterminer des critères d'évaluation, des critères pédagogiques évidemment, des critères technologiques de compatibilité avec différents systèmes, des critères évidemment d'utilisateurs, c'est-à-dire faciles à l'utilisation ou non. Et puis aussi, donc, à partir d'un principe, c'était que tous ces outils devaient être d'accès libre et s'ils n'étaient pas entièrement d'accès libre, d'avoir une version de l'outil qui soit assez conséquente pour que les écoles, les enseignants dans les différentes écoles des différents pays européens donc, que nous avons visités puissent facilement avoir accès à ces outils. Il y a donc maintenant, et c'est dommage que je n'arrive pas à partager mon écran et je ne sais pas pourquoi, nous avons donc maintenant un site web qui présente cet inventaire. Ce site web, il est
évidemment sur le site web du Centre européen des langues vivantes. Si vous googlez, c'est pas le verbe, enfin tant pis, hein, on invente, on a des néologismes qui viennent avec la technologie, mais si vous cherchez donc sur Google ICT Rev, ICT Rev, R-E-V, vous trouverez donc accès à cet inventaire donc des outils technologiques. Ce qui est intéressant, c'est que dans cet inventaire, encore une fois, il a été créé à partir d'outils que les professeurs de langue de tout niveau utilisent déjà ou explorent. Donc, ce n'est pas un inventaire qui est sorti simplement de nous, notre utilisation chercheurs, mais vraiment de l'utilisation des praticiens. C'est un inventaire donc, qui évolue constamment. Aujourd'hui, je regardais, on a 148 outils qui font partie de l'inventaire, mais c'est un inventaire où les praticiens peuvent continuer à ajouter des outils. Nous avons un système qui contrôle la qualité, qui vient valider en fin de compte l'outil, c'est-à-dire que nous les chercheurs et avec l'aide aussi donc de personnel au Centre européen des langues vivantes, nous évaluons tout nouvel outil proposé par un enseignant est évalué à partir donc des critères que nous avons définis. Et donc, tout outil qui apparaît maintenant dans cet inventaire, ça veut dire qu'il a été évalué. Pour tout outil, il y a une description, il y a un tutoriel en ligne qui montre comment l'outil est utilisé. Il y a évidemment la fiche d'évaluation de cet outil. Et puis, cet inventaire est un inventaire avec un outil de recherche, c'est-à-dire que si vous Merci voulez… beaucoup, Aline. Je suis obligé de vous interrompre. Oui, je suis déjà à mes 10 minutes. OK. Une conclusion? Oui, donc ma conclusion, c'est que cet outil est recherchable. Vous avez des filtres qui vous permettent donc d'aller chercher et de trouver rapidement l'outil. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est extrêmement utilisé donc maintenant par nos enseignants, les enseignants, et qu'on a un feedback très positif, mais que vous êtes invités vous-même avec le site web, quand vous trouverez le site web, à continuer vous-même à enrichir cet outil. Mon mot de conclusion, il y a quelques semaines, nous avons fait un webinaire en français, en anglais, en allemand à propos donc, de ces recherches et de cet outil. Et nous avons maintenant plus de 15 000 personnes qui ont été donc, regardées ces webinaires et qui rajoutent maintenant des outils dans cet outil ICT Rev. Merci beaucoup. Permettez-moi de citer quelques qualificatifs très précieux, très impressionnants. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Diana, tu peux m'aider à repérer des questions? Il y avait… il y a quelque chose… Ah oui, il y a des références sur le site, donc quelqu'un les a envoyées, je pense. Vous allez vérifier après dans les questions. Il y a des nouveaux messages qui nous arrivent. Merci je viens de vous mettre le lien, de l'inventaire, je viens de vous le mettre. Oui, voilà, c'est ça. Élodie Violeton, merci Aline, votre présentation est très utile. Un grand merci. Nous passons la parole à Christelle Hoppe. Attends, Thomas, s'il te plaît. Y aura-t-il une publication du webinaire sur YouTube? Ah oui, c'est pour nous tous. Ben, oui, bien sûr. On l'a déjà mentionné plusieurs fois, mais ne vous inquiétez pas, on va le préciser à la fin. Merci beaucoup. Il y a une publication. Ouais, il y a aussi une publication qui existe, une publication écrite cette fois-ci, avec justement qui résume tous ces projets depuis le début sur l'intégration des technologies en ligne, faite par ce groupe dont je parle, notre groupe de recherche. Alors, je donne la parole à Christelle Hoppe, qui enseigne à l'Université de Nantes et qui est chargée de cours également à l'INALCO. Nous la connaissons bien puisqu'elle a soutenu sa thèse sous la codirection de Patrice avant le confinement. Je lui donne la parole pour 10 minutes.
Bien, merci beaucoup Thomas. Je suis vraiment très heureuse de cette occasion en fait de partager cette période assez chargée d'enseignement pendant la crise sanitaire. Alors je vais partager mon écran et j'espère que ça ne posera pas de problème. Oui, c'est bon. Ça C'est fonctionne. bon? Oui. D'accord. Alors, dans cette présentation, je vais revenir sur des choses qui ont été largement abordées par les recherches en didactique des langues et dans l'enseignement des langues, et sans doute parfois peut-être pas forcément très nouvelles, mais je tenais à réitérer un certain nombre d'éléments que j'ai pu tirer à partir à la fois justement de recherches dans le travail doctoral que j'ai mené au CLIDAM, mais aussi dans la mise en œuvre de différents dispositifs qui ont été insérés notamment dans un MOOC ou dans un SPOC. Alors la question essentielle aujourd'hui, c'est de revenir sur la manière dont on peut créer des circonstances organisatrices et organiser la présence à distance, parce qu'on a bien vu que pendant cette crise sanitaire, c'était relativement important. Ce dont je vais parler, je vais revenir sur ma propre expérience. Et dans cette expérience, en fait, elle se situe à l'Université de Nantes, auprès d'étudiants internationaux de français en tant que langue additionnelle qui vont du niveau A2 jusqu'au niveau C2. Alors, pour présenter cette... je vais revenir un petit peu en arrière, désolée, parce que j'ai une différence entre ce que je présente, pardon, et mon diaporama. Alors, ce n'est pas très grave. Pour revenir dessus, je voudrais remettre en place la question des circonstances organisatrices. Alors, ce concept, en fait, il me semble assez intéressant justement dans la mise en place de dispositifs parce qu'il permet de considérer que les opportunités qui vont être offertes en fait par la situation, les circonstances ou le contexte va influencer fortement le processus d'apprentissage. Et ça me semblait relativement important dans cette situation, dans ce contexte, on va passer de présentiel à distanciel. Et en effet, dans le cadre des distances apprivoisées, je pense que ça peut être intéressant de se baser sur un dispositif souple, et c'est ce que j'ai essayé de faire pour essayer d'amener les étudiants qui étaient habitués au présentiel à suivre un enseignement à distance. Alors, ces dispositifs souples, ils ont déjà fait leurs preuves. Je me base là sur des recherches, un ensemble de recherches qui ont été menées au DILTEC, au CRINI. Et dans ce cadre de dispositif de continuité pédagogique, la question est de savoir voilà, comment est-ce qu'on va créer cette avancée vers la distance. Donc, pour pouvoir faire cela, je me suis basée sur un format que j'ai essayé d'ajuster, un cadre organisateur qui irait du formel à l'informel, puisqu'en fait, les étudiants, bien sûr, se retrouvent chez eux. Et je voudrais insister à nouveau sur la centralité de la pédagogie, parce que justement, on a tendance à essayer d'envisager les outils, de se dire quels outils je vais choisir, comment je vais faire. Mais finalement, ce choix d'outils se fait à partir du pédagogique. Peut-être un élément qui a été supplémentaire là dans ce passage à distance, c'est de se focaliser sur le fait que les outils de suivi des étudiants peuvent être ajustés au mode de communication multimodaux qu'ils utilisent au quotidien. Et donc ça repose la question de Moodle, par exemple, et qui peut en effet être complété par d'autres outils ou qui doit être complété. Mais l'idée, c'est de délinéariser un ensemble d'outils formels pour les amener vers l'informel. Alors, dans le contexte dans lequel j'interviens, on peut se dire que les étudiants sont plutôt, au moment de la crise, habitués à un enseignement en présentiel qui est plutôt traditionnel et un petit peu parfois, pour certains enseignements, bien sûr, descendants. Alors, il y a
on peut voir ici le dispositif hein, dans son ensemble, qui ressemble à une sorte de modélisation sur lequel je passerai assez rapidement, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de tâches complexes, de micro-tâches, des rétroactions vers un centre de ressources, et cet ensemble de tâches va créer des besoins et essayer d'être source d'affordance. Les outils qui ont été articulés, je pense, ont été mobilisés par énormément d'enseignants pendant ces 2 derniers mois. Là, il s'agit de Moodle, Discord et Zoom parfois, mais en se posant la question de est-ce que Zoom, à ce moment-là, est efficace, à quoi il sert et qu'est-ce qu'on va faire dans ces visioconférences. Donc, on revient sur la tâche, la centralité de la tâche qui va structurer en fait les présences de l'ensemble des acteurs, des enseignants et des étudiants. Parce que souvent, on se dit, bah, la tâche, finalement, ce sont les étudiants. Mais non, ce sont aussi les enseignants. Et dans la tâche, bien sûr, il y a une tâche à réaliser, mais l'ensemble des micro-tâches et les choix qui vont être donnés aux apprenants vont permettre de rendre le dispositif relativement souple. En prenant garde finalement, parce que c'est vrai que lorsque on passe à distance, on dit souvent, voilà, il faut que les formations soient organisées. Alors, une formation trop structurée peut limiter justement les possibilités d'autonomisation, puisque c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit d'accompagner les étudiants vers l'autonomie, et puis limiter le dialogue entre enseignants et apprenants. Mais à l'inverse, des dispositifs trop souples vont désorienter les apprenants. Alors, pour donner une image un petit peu, j'ai choisi peut-être un peu maladroitement, mais cette merveilleuse performance avec l'Orchestre national de France qui interprète le boléro de Ravel. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde comme ça, on se dit, ben voilà, c'est une image finale, ils jouent tous ensemble et bien sûr, tout le monde sait que ça ne s'est pas passé comme ça et qu'on a derrière cet ensemble des séries de vidéos qui ont été tournées par chaque personne à la maison et qui vont être recomposées, et c'est là la performance, c'est comment est-ce que ces vidéos ont été recomposées, le travail qui a été fait derrière. Un autre élément qui me semble important pour illustrer ce qui s'est passé pendant cet enseignement de crise sanitaire, c'est que là, il n'y a pas d'uniforme finalement, c'est-à-dire que chacun est chez lui, il est comme il est, il vient comme il est, et il va choisir d'interpréter le morceau malgré tout à sa manière aussi. Donc, je crois que pour illustrer ça, c'est l'idée que la tâche va fournir de la souplesse et finalement avec l'aide aussi des outils de partage, parce qu'il est évident que la dimension sociale, elle est fondamentale, on va chercher à favoriser l'individualisation et puis surtout des affordances, qu'elles soient sociales, langagières et technologiques. Alors, sur ce retour d'expérience, je vais essayer d'aller un peu vite. Les résultats, pour l'instant, que j'ai pu analyser, ça montre que les tâches, en effet, ont permis de structurer des usages et de permettre des chemins d'apprentissage variés, malgré cet obstacle un petit peu de passage et que je vais essayer d'illustrer après en montrant notamment les résultats, enfin, les statistiques de la plateforme Moodle. Elle crée des besoins et les circonstances organisatrices qui peuvent être propices au développement langagier. C'est un petit peu des traces que je n'ai pas encore eu le temps de vérifier, mais en me basant sur les recherches que j'ai déjà menées, je peux voir en effet qu'il y a des traces de développement langagier. Des niveaux d'engagement variés qui viennent de la souplesse, même si, bien entendu, je ne peux pas dire que tous les étudiants se soient impliqués de la même manière. Pour certains, il est évident que ce passage à la distance n'était pas simple. Peut-être on peut parler de résistance ou en tout cas de vision pas forcément intéressante de cet enseignement à distance. Et donc, pour ces étudiants, il y a un besoin d'accompagnement accru. Malgré tout, la souplesse, elle est bénéfique, même dans un cadre formel. Et peut-être qu'en utilisant cette approche, en tout cas, ça m'a permis de replacer le pédagogique et puis l'action au centre des différents scénarios qui ont été utilisés. Dans ces statistiques, eh bien, on voit qu'il y a un ensemble de micro-tâches, de macro-tâches, que les macro-tâches, en fait, c'est elles qui vont être symbolisées par des pics de consultation, mais il y a aussi le passage négocié vers la distance, c'est-à-dire sur la première partie de la courbe, on voit que ça met un certain temps. Donc là, en tant qu'enseignante, je suis dans un processus de négociation, c'est-à-dire que les étudiants font des choses, on termine ce qui s'est fait en présentiel, et après,
la mise en place du dispositif entièrement à distance avec un rythme de tâches. Et on voit surtout, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à part la petite période de pause pédagogique, l'activité ne s'arrête jamais. Et donc, les micro-tâches, elles vont être faites par certains étudiants, pas d'autres, alors qu'on voit que dans les statistiques, on va voir qu'au moment de la réalisation de la macro-tâche, l'ensemble d'étudiants se mobilisent. Alors, je vais prendre quelques exemples parce qu'on parle de tâches, mais il faut voir un petit peu quelles tâches. Alors, dans l'ensemble, j'ai essayé d'utiliser, bien sûr, des tâches qui favoriseraient, en fait, qui suggèrent des affordances langagières et bien sûr qu'il y a une dimension basée, qui repose sur le plurilinguisme avec une approche croisée des langues et de l'ensemble de leur répertoire langagier. Ça a permis aussi à chacun de trouver son chemin, de s'engager à sa manière dans les différentes tâches. Si j'ai un petit peu de temps, je reviendrai peut-être Malheureusement, sur… le temps est passé. Oui, je pense que… Cet exposé Voilà. est terminé. Peut-être un mot de conclusion? Oui, un mot de conclusion, très bien. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que, pour terminer, la tâche permet de créer des circonstances organisatrices, qu'il y a en effet des choses qui ne sont pas faciles parce que pour l'enseignant, toutes ces approches de tâches sont quand même très chronophages, y compris pour les apprenants. Il y a des ressources qui sont assez intéressantes, dont le livre, par exemple, The New Case Studies of Openness, qui montre des pratiques à partir de réutilisation de ressources éducatives libres. Les apports finalement des retours collectifs et individuels sous forme de feedback, de liens que l'on va fournir aux étudiants, l'autocorrection, en effet, parce que ça développe les compétences métalinguistiques et métacognitives, mais moi j'ai bien vu que ça a été un véritable accompagnement parce que certains étudiants, en passant du présentiel à la distance, ne percevaient pas forcément pourquoi est-ce qu'ils devaient être amenés à s'auto-corriger, ne voyaient pas forcément l'enrichissement de ce travail. L'évaluation par les pairs, lorsqu'elle est bien supervisée et bien instrumentée, parce que ce n'est pas simple à mettre en place. Et finalement, pour terminer, je crois que apprivoiser la distance, c'est surtout essayer de voir ce qu'on a fait, de créer des conditions potentiellement favorables au développement langagier. Voilà, je vous remercie. Très bien. Alors, tout de suite, une première question de la part d'Alexandra. Comment bien orchestrer cette souplesse? Alors, bien orchestrer cette souplesse, moi je crois qu'elle passe, je pense que je vais revenir à… Voilà. Donc, bien orchestrer cette souplesse, je crois que c'est l'ensemble de… D'abord, c'est la réflexion sur la tâche. Il est important… D'accord, je voyais un message de Zoom. Donc, il est important, je crois que la réflexion sur la tâche, elle est primordiale. Si la tâche est assez univoque, c'est-à-dire que si elle est séparée en séquences, que chacun doit compléter, remplir, pour parvenir à un seul résultat, je pense que ça peut au contraire limiter, comme je l'ai dit, et c'est pour ça que je dis un environnement qui est plus souple va les amener. Alors, leur faire prendre conscience aussi, donc développer la réflexion métacognitive, parce que au fur et à mesure qu'ils sont confrontés à une tâche, et c'est ce que je n'ai pas eu le temps de montrer, c'est que lorsque on lance la tâche, sur Discord vont apparaître des questions et c'est là que l'enseignant va accompagner et va mettre en place ces possibilités. Mais surtout en donnant des choix finalement. Si on donne des retours individualisés vers d'autres ressources, eh bien, il y a des chances que les apprenants parviennent justement à se mettre de manière souple au travail et en prenant en compte leurs besoins. Merci beaucoup, le public apprécie la présentation de Christelle. Excellente approche, très riche. Je ne vois pas d'autres questions. Nous nous tournons vers Franck Bardol, Université des Antilles. Alors, si mes informations sont correctes, Franck est rattaché à la fois à l'Université des Antilles et à l'Université de Lille. Il est à la fois enseignant d'anglais et aussi doctorant en didactique de l'anglais. 10 minutes. Tout à fait. Très bien, donc j'ai préparé
Merci beaucoup de me permettre de partager cette conception de l'enseignement en ligne à distance, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'enseigner durant le confinement, mais je tenais vraiment à participer à ce séminaire pour partager ma conception. Donc, j'ai préparé un diaporama. Alors, on va, OK. Oui, c'est bon. C'est bon? OK, très bien. Alors, donc du coup, la crise sanitaire que nous traversons nous oblige à réinventer nos pratiques en faveur de la réussite des apprenants. Et je tiens dès à présent à souligner que le mode… ça ne fonctionne pas. Ça ne Vous voyez Si, on voit le diaporama, Ouais. mais on ne vous voit pas. Votre connexion est très faible. C'est ce que ça m'annonce, oui. Mais on vous entend, Franck. Allez-y, on vous Très entend. bien. Donc, je tiens dès à présent à souligner que le mode 100% présentiel ne constitue pas la panacée en matière d'enseignement, apprentissage des langues. Alors, par rapport à notre contexte universitaire, c'est-à-dire que le temps du TD est limité. Les apprenants du secteur LANSAD, mon public, c'est-à-dire des étudiants en langue pour spécialistes d'autres disciplines, ils évoluent dans des grands groupes à grands effectifs et de niveaux souvent hétérogènes. Alors, de ce fait, à quelles conditions peut-on améliorer la prononciation des apprenants à distance? Donc, pour répondre à cette question, je mettrai d'abord en exergue les variables inhérentes au développement de la compétence phonologique, puis il s'agira de considérer les types de distance qu'engendre le mode distanciel, et enfin, nous considérons dans quelle mesure les divers types d'accompagnement permettraient d'apprivoiser les distances. Alors, quelles sont les variables à prendre en compte pour enseigner la prononciation? Donc, l'enseignant désireux de favoriser l'apprentissage de faits phonologiques devrait considérer plusieurs variables d'ordre cognitif, sensoriel et psychoaffectif. Donc, selon la recherche, à partir de l'âge de 6 ans, notre habileté à distinguer les sons de la langue cible se dégraderait, de telle sorte que les sons de l'anglais, la langue qui nous intéresse, passent sous le crible du système phonologique français. Donc, ce phénomène appelé nativisation est à prendre en compte pour rééduquer l'oreille de l'apprenant. Et pour ce faire, s'attacher au seul système auditif ne suffit pas. On peut prendre appui surtout sur les domaines visuels et kinésiques excusez-moi, pour contextualiser l'apprentissage. Donc, plusieurs logiciels peuvent nous aider. Alors, par exemple, on peut voir ici un site qui met en avant la sensorialité, l'auditif et le visuel pour apprendre les phonèmes de l'alphabet phonétique international, lié donc à l'anglais. D'autres logiciels permettent de discriminer les faits phonologiques pour mieux se les approprier. Ici, par exemple, j'ai pu agréger diverses tâches phonologiques pour permettre aux apprenants de discriminer chaque fait par rapport à d'autres. On peut également les amener à convertir du texte en voix ou convertir du son en texte pour s'assurer de la correction phonologique d'un énoncé, par exemple. Toutefois, le mode distanciel est vecteur de distance à apprivoiser, faute de quoi c'est l'enseignement-apprentissage dans sa globalité qui serait donc impacté. Donc, le mode distanciel peut engendrer diverses distances d'ordre psychologique et pédagogique chez certains apprenants qui sont mal à l'aise avec ce mode qui sépare physiquement les apprenants de l'enseignant. Les distances technologiques également, chez les apprenants qui ont du mal à prendre en main l'outil numérique ou à évoluer dans un parcours sur le mode distanciel. Donc, je souligne l'ambivalence et le paradoxe de la distance spatiale mise en avant par certains chercheurs. En effet, tantôt la distance serait à réduire en faveur d'une proximité entre l'apprenant et l'enseignant. Donc, on favoriserait là les interactions entre les acteurs du parcours. Tantôt, la distance spatiale serait à encourager afin que l'apprenant développe la compétence phonologique à son rythme. Dans ce cas, on favorise la distance cognitive pour lui permettre de prendre du recul sur son apprentissage et donc de le responsabiliser. On note qu'enseigner à distance va de pair avec l'autonomisation, c'est-à-dire un processus qui viserait à se passer de plus en plus de l'enseignant. Toutefois, Nissen souligne, on peut le voir apparaître, que l'on rencontre régulièrement dans l'enseignement-apprentissage, un fait en fait qu'on rencontre régulièrement dans l'enseignement-apprentissage.
Donc, je lis avec vous. Donc, l'autonomie de l'apprenant est trop souvent présupposée et trop rarement considérée comme étant un objectif pour lequel des aides seraient disponibles dans le cadre d'une formation, surtout une formation à distance. En effet, plutôt que de mettre à la disposition de l'apprenant des outils, des ressources, activités et un suivi qui lui permettrait de devenir autonome, il n'est pas rare de constater que seul l'apprentissage des contenus relevant de la discipline est prévu. L'apprenant est considéré comme étant déjà autonome par ailleurs. Donc, je retiens là la notion d'accompagnement inhérente à l'autonomisation des apprenants et à la gestion des distances en jeu dans le mode distanciel, ainsi qu'à l'accompagnement pour apprivoiser les distances induites par l'enseignement de la prononciation dans le mode distanciel. Donc, l'accompagnement de l'enseignant dans sa fonction tutorale faciliterait cette entreprise. L'enseignant peut soutenir les apprenants dans divers domaines. Je passe donc en revue les domaines d'intervention qui me paraissent pertinents, les domaines pour apprivoiser et favoriser les distances précitées. Tout d'abord, l'intervention dans le domaine cognitif permettrait d'apprivoiser la distance psychologique et pédagogique. En effet, l'utilisation d'une plateforme collaborative à l'instar de Moodle permettrait de mettre en ligne un scénario pédagogique cohérent. Pour ce faire, je favorise l'alignement entre les objectifs pédagogiques, les tâches d'apprentissage et les tâches d'évaluation, selon le principe d'alignement constructif de Bex. J'adopte une posture socio-constructiviste, selon Vygotsky, de telle sorte que je facilite les échanges entre les apprenants pour qu'ils co-construisent le savoir à l'aide de tâches métalinguistiques ou dans le cadre d'interévaluation, par exemple. De plus, le domaine technologique de l'accompagnement permettrait de réduire la distance technologique par la mise en ligne de tutoriels ou de classes virtuelles, par exemple. Le tutorat entre pairs est aussi envisageable pour soutenir les apprenants les plus fragiles. En outre, le domaine psycho-affectif permettrait de rassurer les apprenants pour dédramatiser l'erreur phonologique qui pourrait créer des réticences pour prendre la parole. Pour ce faire, il est possible de réduire la distance transactionnelle et de faire des commentaires à partir des évaluations de production orale que les apprenants me soumettent en ligne. Ceci est une affordance non négligeable du distanciel car le temps limité du présentiel permet difficilement à l'enseignant d'évaluer les productions orales de manière efficace et objective et de répondre également aux besoins de tous les apprenants. Enfin, l'accompagnement métacognitif permettrait de favoriser l'individualisation, un besoin qui est inhérent aux groupes à grands effectifs, et de distendre la distance cognitive pour permettre aux apprenants de prendre le recul nécessaire de l'accommodation phonologique. En effet, la mise en place d'un journal de bord, comme il s'affiche à l'écran, permettrait de responsabiliser l'apprenant sur son parcours d'apprentissage. Les échanges entre l'apprenant et l'enseignant participeraient donc à l'individualisation du parcours. Ainsi, afin de répondre aux besoins de nos étudiants, il me semble que l'enseignement en ligne devrait articuler 3 pôles de manière cohérente. Le pôle, comme on peut le voir affiché, donc le pôle scénario pédagogique, accompagnement à l'autonomie et le pôle outils numériques. Donc le pôle accompagnement donc, permettrait de répondre à la diversité des besoins de l'individu en faveur de leur autonomisation et de l'individualisation du parcours. Et le pôle outils numériques permettrait de tenir compte de la complexité des profils d'apprentissage, par exemple. Donc, enseigner à distance implique également de gérer la complexité, c'est-à-dire il faut prendre en compte divers éléments diffus et également, les faire interagir autour de ces 3 pôles précités afin de proposer un parcours adapté aux besoins des apprenants. Donc, toutefois, enseigner en ligne est chronophage. Il est difficilement envisageable d'enseigner autant de formations qu'en présentiel, à mon avis, sans le soutien de l'institution sur le plan temporel, allègement de services par exemple, ou financier par exemple. Donc, bon, là, ce sont des questions qui commencent à soulever divers débats et que je n'ai pas de réponse actuellement en fait, sur ce point. En tout cas, je vous remercie de votre attention et de votre écoute.
Voilà. Allô, allô? Oui, on vous a entendu, on ne vous a pas vu, mais on vous a entendu, Franck. Ah, d'accord. Ouais. Et Des la choses, connexion des est mauvaise. exercices. Donc là, parce que moi, je me vois, par Le contre. développement de Louis. Non, mais là, Je maintenant, reconnais. c'est revenu. Bon. Thomas, je suis désolée. Il y a encore ton son qui nous joue les tours. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais très mal. Il faut que je te coupe le micro parce que c'est inaudible. Je suis désolée. Il y a des questions pour Franck. Alors, oui. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Quel type d'échauffement ou d'exercice proposez-vous pour accompagner le développement de lui? Alors, je ne parle pas d'écoute ou de discrimination de son lié à une langue, mais de capacités simples d'écoute ou au plan psychophysiologique. Merci. Alors, la question s'affiche. Hein, oui. Elle a affiché la question? Elle a affiché. Oui, 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 mais elle est un peu… Oui. Alors, quel type d'échauffement vous Isabelle Leclerc, oui. D'accord. Oui, Très bien. conférencière, oui. D'accord. Alors, pour l'instant, je l'ai dit, hein, que j'étais doctorant en didactique des langues sur le développement de la compétence phonologique dans des dispositifs hybrides. Alors là, actuellement, j'essaie de réfléchir à un format différent, c'est-à-dire de 100% en ligne. Alors, j'ai pu, selon mes recherches, mettre en place un enseignement de la phonologie autour de 4 étapes, selon mes recherches, que j'ai nommé PDAE. Alors, pour reprendre les phases, la première phase de perception d'effets phonologiques à partir de divers outils. Alors, en présentiel, j'utilisais des outils tels que des élastiques, des miroirs, bien sûr, le classique tableau d'alphabet phonétique international. Alors, en ligne, par contre, c'est cette phase de perception. Alors, je suppose que je pourrais leur proposer ce tableau phonétique international, mais également des vidéos de mouvements articulatoires, par exemple. Alors, je n'ai pas encore vraiment réfléchi de manière très précise à ces 4 phases, mais je pense qu'il est possible de proposer des outils qui sont idoines, hein, par rapport à cette phase de perception. Alors, d'échauffement, je ne sais pas trop si c'est ce que vous entendez par échauffement, si j'ai répondu à la question. Donc, PDAE, donc c'est vrai qu'après, il y a la phase de discrimination qui permet de distinguer les faits phonologiques d'autres faits. Ensuite, il y a la troisième phase d'appropriation qui permet à l'enseignant d'observer si l'apprenant est capable de réaliser le fait phonologique introduit dans des tâches vraiment ciblées et très fermées, avant une tâche d'expression, donc la dernière phase, l'expression dans des tâches classiques de production orale, par exemple. Donc, voici les 4 phases de la méthode PDAE. Et là, c'est la première phase qui est vraiment la phase la plus originale, car elle est multisensorielle en présentiel. Et je n'ai pas encore suffisamment réfléchi à médiatiser ces exercices multisensoriels en ligne. Mais c'est en cours. Bon, Isabelle vous dit qu'avant la phonétique et les sons, il faut pouvoir développer son oreille dans l'absolu. Alors, bon, vous allez voir, vous allez discuter avec Isabelle tout à l'heure. D'accord. Voilà. Très bien. Bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Donc, merci, je suis très heureuse de partager avec vous voilà, mon expérience sur ce sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Comment WhatsApp peut être utilisé dans le cadre, je vois que vous voyez, d'un cours de langue, et notamment pour des apprenants qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine. Je suis à la fois professeure de français langue étrangère et chargée d'activités culturelles. Et j'interviens notamment depuis 3 ans au centre Paris-Anime Kensaru-Iwa à Paris, qui est un centre qui propose de nombreuses activités culturelles et également donc, des cours de langue. Car à Paris, il y a beaucoup de… Je vais essayer de réduire, voilà, ce que vous voyez sur l'écran de Zoom. Car à Paris, il y a beaucoup de nationalités représentées. Donc, au dernier recensement, il y en avait 176, donc quasiment tous les pays du monde à Paris.
Alors, au centre Kensaro, il n'y a pas 176 nationalités. Qui sont les apprenants? Plutôt des personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Asie du Sud, Amérique du Sud, avec des personnes avec des statuts très variés, des personnes qui ont obtenu le statut de réfugiés, des demandeurs d'asile, ou alors des personnes qui sont en France depuis bien plus longtemps et qui ont même obtenu la nationalité française. Et dans les cours débutants, en fait, il y a une grande partie des apprenants qui n'a pas forcément été scolarisé ou peu de temps dans son pays d'origine. Sur un groupe d'une dizaine d'apprenants, très souvent, tous utilisent WhatsApp. Alors, ce n'est pas beaucoup, une dizaine d'apprenants pour se rendre compte de l'importance de WhatsApp plus largement. Alors, une petite question, un petit quiz. D'après vous, combien d'utilisateurs de WhatsApp dans le monde? Est-ce qu'on est plutôt sur 10 millions, 20 millions, 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards, en sachant que WhatsApp se développe beaucoup dans un pays comme l'Inde ou dans les pays qui n'ont pas de réseau 4G développé. Donc la réponse, je vous la donne, il y a 2 milliards d'utilisateurs de WhatsApp dans le monde. Ce qui permet, à travers aussi de très nombreux pays, donc a priori 180 pays, ce qui permet en fait aux membres d'une famille dispersée de pouvoir se rassembler dans cette messagerie électronique qui est WhatsApp. Juste en 2 mots pour ceux qui n'utiliseraient pas WhatsApp. WhatsApp, ça vient de WhatsApp, comment ça va, quoi de neuf. Donc c'est une messagerie à la fois donc libre, gratuite, illimitée, qui va permettre à la fois de téléphoner comme un téléphone classique ou alors de se voir en visioconférence. Ça permet également d'échanger différents types de ressources, messages audio, vidéo, des images, des fichiers. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi WhatsApp alors qu'il existe Zoom qui est si performant pour des cours en ligne ou Skype? Eh bien, parce que Zoom et Skype ne sont, peut-être on l'a vu un petit peu là pendant ces 2 jours, il peut y avoir des problèmes de connexion lorsqu'on n'a pas une connexion stable avec Zoom et Skype. Alors que WhatsApp n'a pas de souci, ne demande pas une connexion complexe, une connexion Internet complexe. Et puis Zoom et Skype ne sont pas répandus parmi, en tout cas, les groupes d'apprenants débutants. Ce n'est pas un outil qui est répandu. Un petit peu Skype, mais en l'occurrence, sur un groupe de 10, il y avait une personne sur 10 qui connaissait et qui l'utilisait Skype. L'objectif numéro 1, comme dans toute messagerie, c'est de communiquer. Donc, en échangeant différents types de messages, cette année, on a même demandé en fait aux apprenants, dès l'inscription en septembre, dès la phase de préinscription en septembre, leur numéro WhatsApp pour pouvoir communiquer sur des rendez-vous à venir, des jours fériés, pendant les vacances. Également, c'est très utile WhatsApp pour partager des ressources à l'issue d'un cours, donc des audios, des vidéos, par exemple. Et aussi, c'est très utile, comme tout outil de messagerie, pour apprendre justement à écrire un message avec des erreurs lorsque l'on apprend. Car quelque part, ce que permet un outil comme WhatsApp, c'est aussi d'apprendre à apprendre, et chacun va développer un peu sa stratégie d'apprentissage pour apprendre avec ses erreurs. Par exemple, là, sur l'écran, vous voyez donc quelque chose qui nous paraît évident, écrire la date, mais qui ne l'est pas forcément et même pas du tout pour des personnes qui apprennent à lire et à écrire. Donc, j'aime beaucoup voir quelquefois le mimétisme. On retrouve la date écrite de la même façon avec une erreur, en l'occurrence. Et puis, un autre apprenant va l'écrire correctement. Et donc, ensuite, ça va suivre. Et c'est comme ça que les apprenants vont apprendre avec les autres, en voyant leur erreur éventuellement. Et en se disant, finalement, c'est pas grave si l'erreur reste. Il y en a qui suppriment les messages qui sont faux après coup, mais beaucoup généralement les laissent, car finalement,
comment dire, il n'y a pas un aspect formel comme en classe et c'est pas gênant si les erreurs peuvent rester. Qu'est-ce qui a été nouveau pendant le confinement? Le hasard a voulu que le jour où Emmanuel Macron annonçait la fermeture des établissements scolaires, on avait travaillé sur une vidéo présentant les gestes barrières contre le coronavirus. À l'époque, on ne parlait pas vraiment du Covid il y a 3 mois, mais du coronavirus. Et donc, juste après, on apprend que finalement, le lendemain, le centre va être fermé. Et là, je me suis dit, donc on va, comme pendant tous les congés scolaires, que je continue à proposer des choses sur WhatsApp, notamment un tuto pour apprendre à remplir l'attestation de déplacement. Je vous invite juste à regarder ces 2 lignes, si vous pouvez les lire. Imaginez qu'elles sont écrites dans une langue que vous ne maîtrisez pas et même un alphabet que vous ne maîtrisez pas. Voilà, c'est des choses très complexes en fait, des documents qui peuvent pour nous paraître très simples, mais qui là peuvent se révéler en fait très complexes au quotidien. Donc voilà, être vraiment au départ dans le fonctionnel. Mais quand je me suis rendu compte que le confinement, et qu'on s'est tous rendu compte, même si on le savait avant, que le confinement allait durer, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être utile en sachant qu'il n'y avait a priori pas d'autre option que WhatsApp, donc sans mode visioconférence. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'utile? Eh bien, l'inutile. On a cherché en fait à inviter l'imaginaire dans les cours. Inviter l'imaginaire à travers des rendez-vous WhatsApp organisés 2 fois par semaine ou plusieurs fois dans la semaine autour, donc je vais essayer de vous présenter en quelques mots la méthodologie, donc autour de rendez-vous des formats très courts, beaucoup plus courts que le cours habituel. Et puis avec un horaire précis, parce que c'est important, je pense, d'avoir des horaires, notamment quand il n'y a plus d'horaire, comme pendant une période de confinement où tous les emplois du temps, où il n'y a plus vraiment d'emploi du temps. Et puis aussi parce qu'au-delà d'1 heure, sur un écran, c'est beaucoup trop. Un rituel aussi, toujours, comme écrire la date, on y revient. Et puis aussi se dire bonjour. Alors, se dire bonjour, c'est pareil, un autre terme qui paraît évident, mais qui ne l'est pas du tout quand on apprend à lire et à écrire à l'âge adulte. Donc, pour information, là, et là, c'est aussi, donc ici, c'est également le même apprenant qui s'est auto-corrigé. Et puis, donc, partir d'une image emblématique, une image qui touche, une image phare, ou aussi un extrait de film, une chanson, pour, alors pas du tout être dans une analyse de l'image, mais au contraire, essayer de toucher aux émotions pour qu'il y ait quelque chose qui reste. À travers des activités modestes, très simples, mais qui vont chercher à privilégier l'interaction autant que possible. Donc, ça va être des activités classiques de description d'une image, par exemple, mais aussi à commencer à inviter l'imaginaire, imaginer comment situer dans une échelle temporelle cette image, quand est-ce qu'elle a été réalisée, voilà. Il y a combien d'années elle aurait pu être réalisée, combien d'années, combien de siècles, quelle saison, quel mois, la situer également géographiquement, dans quel continent, quel pays. Imaginez aussi, pourquoi pas, suivant les images, le hors-champ, le hors-cadre, ce que les personnages pourraient dire, ce qu'ils pensent. Voilà, donc essayez vraiment de privilégier l'interaction à travers l'imaginaire en observant, en rentrant vraiment dans une image, en observant attentivement une image, un support. Et donc, pour essayer aussi de varier les modalités, je pense que c'est quelque chose qui est à creuser. On a fait également quelques activités en petits groupes, en sous-groupes, notamment en fin de rendez-vous, comme on les appelait, de rendez-vous WhatsApp. Et là, oui, ce que vous avez vu ici sur cet écran, c'était en fait, il s'agissait de chercher, excusez-moi, un nom
donc à l'Arbre au corbeau de Friedrich, d'inventer un titre, un nom à cette œuvre. Donc les titres proposés ont été La forêt, l'éléphant et l'arbre chinois. Voilà. Et donc c'est le type d'activité qu'il est tout à fait possible de proposer en sous-groupe de deux ou trois apprenants. Pour ancrer je ne trouve plus mes mots, excusez-moi, mais en tout cas, surtout pour faciliter la mémorisation et faire rentrer les acquis. Voilà, j'ai proposé également des activités entre les rendez-vous, notamment, vous reconnaissez peut-être, via Learning App, qui est très simple d'utilisation, autant pour les enseignants que pour les apprenants, et qui permet des possibilités très variées. L'intérêt vraiment de tout cela, en tout cas, moi, il m'a semblé que le WhatsApp a permis vraiment un apprentissage étonnamment individualisé, tout en travaillant avec un groupe, donc un groupe assez réduit d'une dizaine de personnes. Il est tout à fait possible de faire des retours individualisés, donc à chaque apprenant via un smiley, un message sur ce qu'il a écrit ou sur ce qu'il a dit. Chacun a pu vraiment aussi, j'ai trouvé, avancer, faire son chemin, son rythme. Je pense notamment à un apprenant originaire d'Égypte, très très timide en cours, et qui disait toujours bonjour, inscrivait la date, disait bonjour dans WhatsApp, et puis ensuite il disparaissait. Pauline, il nous reste très peu de temps, donc il va falloir conclure. Et après, il y a quelques questions pour vous. D'accord. Donc, cet apprenant qui ne restait pas lors des rendez-vous et qui finalement, au bout de 3e, 4e rendez-vous, a fini par intervenir et a été l'un des éléments moteurs en fait, des rendez-vous qui ont suivi. Et donc, pour finir, en fait, ce que je voulais, WhatsApp permet vraiment de faciliter effectivement la communication et la motivation des apprenants. Ça ne va pas du tout changer, ça ne peut pas remplacer du tout un cours en présentiel, mais il me semble que c'est un magnifique complément, un extraordinaire complément. Voilà. Merci de votre attention, et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp pour que je vous envoie une petite bibliographie, voilà, ou vous la retrouvez également sur LinkedIn. Voilà. Bien, je vais laisser afficher encore peut-être votre écran parce que justement, il y a d'autres participants qui demandent vos coordonnées. Donc, ça, voilà. Thomas, tu veux bien reprendre la parole? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, Thomas. Très bien. Écoutez, je pense que nous arrivons à la clôture de notre séminaire. Comme vous le savez, il y a encore des conclusions. Nous avons demandé à notre collègue Ivan. Oui, attends Thomas, c'est juste qu'il y avait en fait des questions pour Pauline. Donc ce qu'on va faire, on va laisser Pauline en conférencière pendant que Ivan va clore. Comme ça, elle peut lire les questions et répondre et donner ses coordonnées aux gens qui lui ont demandé. Voilà, merci. Donc avant de donner la parole à Ivan, je voulais dire un mot, si c'est possible. C'est le moment. Très bien. L'équipe LIDA me remercie tous les participants. Vous étiez nombreux, vous êtes venus des 4 coins du monde et nous sommes très heureux de vous avoir reçus, de vous avoir accueillis. Ces 2 journées, nous les avons construites ensemble dans des conditions difficiles, mais ça nous a permis de découvrir et de partager des expériences et aussi la singularité de chacun d'entre vous. Avant de donner la parole à Ivan, qui est notre collègue, qui est notre vice-président du numérique, j'aimerais exprimer un désir, c'est qu'une relation privilégiée puisse se maintenir, se nouer et s'enraciner entre nous. Dans les commentaires, vous êtes très nombreux à nous féliciter depuis pas mal de temps. Alors, si on parle de succès, je m'en réjouis. C'est un succès que nous avons bâti ensemble. Chacun d'entre vous en aura été l'artisan. Merci beaucoup. Bien, ben, je vais donner la parole à Ivan qui attend déjà
impatiente de pouvoir dire aussi un petit mot. Merci Diana et merci Thomas de m'avoir confié cette tâche de pouvoir conclure ce webinaire international francophone. Ce colloque virtuel qui a, à mes yeux, été un événement tout à fait inédit, exceptionnel, non seulement par sa forme, entièrement à distance, son ampleur, le nombre d'interventions impressionnant et très intéressant, mais surtout, effectivement, par sa thématique, le contexte tout à fait particulier dans lequel nous nous sommes retrouvés pendant les 3 mois passés et le contexte qui continue encore à être très singulier. Donc, en tant que vice-président l'INALCO délégué au numérique, bien sûr, je ne peux que me réjouir du fait que cet événement ait été organisé au sein de notre établissement par les chercheurs du laboratoire PIDAM qui travaillent sur la didactique des langues, leur acquisition, la médiation, aussi sur le prisme du numérique dans l'enseignement et l'apprentissage. Et donc, j'ai presque envie de dire que cela venait de soi que vous vous saisissiez de manière très réactive de cette problématique qui était complètement insoupçonnée. C'était, encore il y a quelques mois, celle de l'enseignement à distance généralisé, imposé à l'échelle planétaire pendant la pandémie du Covid-19. J'ai l'impression que nous venons passer 2 journées vraiment passionnantes avec les intervenants qui sont venus des 4 coins du monde pour témoigner de leur expérience, nous raconter comment ils ont vécu cette crise sanitaire avec des incidences dramatiques sur le monde de l'éducation. J'ai surtout envie de croire que nous allons pouvoir tirer de cette crise des leçons qui seront in fine bénéfiques pour nous tous, nous les enseignants, pour nos pratiques pédagogiques, mais surtout pour nos étudiants. Les interventions que nous venons d'écouter hier et aujourd'hui sont, à mon avis, la preuve parfaite que ça va pouvoir se faire. Ce qui était tout à fait nouveau, à mon avis, dans le débat actuel sur l'enseignement à distance et le numérique, c'était justement que ce débat n'était plus réservé à ceux qui étaient convaincus par l'utilité de l'enseignement à distance, par le numérique, pour qui le numérique était un choix et qui voyaient depuis longtemps dans ces modalités une solution légitime pour solutionner certains problèmes, la question des étudiants éloignés, empêchés, qui ne peuvent pas suivre le présentiel, mais qui sont très motivés, qui ont très envie de le faire. Là, justement, nous étions dans une situation où ces modalités ont été imposées à tous, donc même à ceux qui n'y étaient pas prêts ou qui étaient même franchement opposés. Donc, à mon avis, c'est justement le retour de ceux qui ont dû s'adapter, qui ont improvisé, pour qui c'était une situation plus ou moins subie, qui est justement très riche et nouveau. Et voilà, pour une partie de ces personnes, cette expérience, c'était aussi une occasion qui a été vécue très positivement, une occasion de découvrir, de tester, de démystifier le numérique, l'enseignement à distance. On a pu aussi voir des manifestations de grande fierté professionnelle, de pouvoir assurer la continuité pédagogique, de faire preuve d'une sorte d'une résilience vis-à-vis d'une situation inédite. Et bien sûr, il y a aussi ceux, et c'est tout à fait légitime de les entendre, les écouter, qui l'ont subi de manière douloureuse, ceux qui parlent de la perte du sens du métier d'enseignant à cause du distanciel, de la déshumanisation de l'université, les enseignants pour qui la digitalisation est vue comme une menace. Du coup, on a ce double regard et bien sûr, c'est toute une continuité. Donc, nous avons entendu des témoignages de réussite, de continuité pédagogique assurée, mais aussi des expériences d'échec, de rupture, de discontinuité. Il y a des collègues qui ont pu profiter de cette expérience pour se ressourcer, pour apprendre des choses nouvelles, pour se recharger les batteries. Il y en a d'autres qui parlent de l'épuisement, de fatigue des étudiants et des enseignants, des inquiétudes générées par cette situation tout à fait inquiétante, tout à fait.
Certains s'enthousiasmaient sur les possibilités offertes par la technologie, d'autres pointaient les problèmes techniques. Il est vrai que cette crise a permis de constater l'ampleur de la fracture numérique, cette position qui rend certains vraiment dans une situation injuste par rapport à l'accès aux outils numériques. J'ai écouté attentivement la plupart des interventions, donc il y a des nombreuses questions très pertinentes qui ont été abordées. On a pu constater l'importance du contact humain et de l'interaction dans l'enseignement à distance, le rôle crucial de lien entre l'enseignant et l'étudiant, entre les étudiants eux-mêmes. On a parlé de la dynamique des groupes, le rôle de l'émotion aussi dans l'apprentissage. Bref, il ne faut pas oublier l'humain dans l'enseignement à distance avec le numérique. On a pu entendre parler de l'importance de la scénarisation, l'importance des tâches, de la clarté des consignes. On a pu voir que, par exemple, le recours aux outils automatiques devrait être compris non pas comme une intrusion dans le métier de l'enseignant, mais justement comme une possibilité de le libérer pour qu'il puisse être disponible à des tâches où il est irremplaçable, à la communication avec les étudiants, etc. On a parlé de nouvelles formes d'évaluation, de la problématique tout à fait importante de triche, de fraude, de la vérification des examens à distance, la question de la vie privée liée à la télésurveillance, etc. Également la question de la formation au numérique, à distanciel pour les enseignants et les étudiants. Donc, ce bref aperçu des différentes thématiques pour dire que je suis persuadé personnellement que ce débat va faire évoluer de manière constructive le regard général sur le numérique et les pratiques dans l'enseignement à distance et qui va nous permettre de pouvoir trouver les meilleurs moyens pour le distanciel choisi. Non pas imposé, mais le distanciel choisi. Parce que bien évidemment, il est tout à fait naturel que même après le Covid, il sera indispensable d'avoir la possibilité de suivre un cours en présentiel. Je n'aurais peur que le numérique et le distanciel puissent remplacer le présentiel un jour ne sont pas justifiés. J'ai envie d'y croire. Donc, mais je crois que ça va être aussi une occasion pour repenser le présentiel, se retrouver devant les étudiants. Ça sera l'occasion peut-être de mieux l'apprécier, le savourer, de repenser ces pratiques pédagogiques afin de profiter pleinement de cette présence physique des étudiants. La crise n'est malheureusement pas encore terminée, du moins en France, car malgré le déconfinement général, dans l'éventualité de la résurgence de l'épidémie, les universités françaises sont tenues à l'heure actuelle de préparer une rentrée en hybride, donc en respectant toujours la mesure de distanciation physique. Donc le contexte et les aptitudes continuent à évoluer. Et nous aurions encore certainement l'occasion d'en discuter à l'avenir. Je crois que l'important, ça sera de sortir de cette crise la tête haute et après avoir écouté les interventions des uns et des autres lors de ce webinaire extrêmement intéressant, je crois que c'est possible, que nous allons pouvoir en tirer des leçons tout à fait positives. Voilà, donc moi je vais terminer là. Bien sûr, je dois remercier encore une fois Thomas Sendé, saluer son implication, dans son initiative d'organiser cet événement, saluer le travail de toute l'équipe du comité d'organisation. Bien sûr, saluer avec autant d'enthousiasme tous les intervenants qui sont de 22 pays différents, de 4 continents. Et bien évidemment saluer et remercier tous les participants qui apparemment étaient très nombreux. On ne voyait pas le nombre de participants sur l'écran, mais vous étiez très nombreux et donc c'est grâce à vous tous que cet événement scientifique
virtuel me semble être un franc succès. Donc, bravo et merci. Merci beaucoup, Ivan, pour ce mot de la fin. Et bien, je reprends la parole encore 2 petites secondes. L'idée d'Isabelle Leclerc me paraissait très belle. Merci beaucoup à toutes et à tous qui étaient avec nous au cours de ces 2 journées qui étaient, je pense, très riches en témoignages. On a vu que les uns et les autres avaient de très, très belles idées, même parfois très simples, mais très efficaces. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Pour les conférenciers, on va vous envoyer les liens pour visionner les vidéos une fois que le montage sera prêt. Pour les participants spectateurs, ne vous inquiétez pas, une fois que les vidéos sont finalisées, je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Normalement, dans une quinzaine de jours, on devrait pouvoir les mettre en ligne. Donc, dès que ça sera fait, on vous enverra à tous un petit mail. Comme on a vos coordonnées, ce serait la même chose que pour le lien que vous avez eu. Donc, encore une fois, un grand merci. On va sûrement se retrouver une prochaine fois, mais pas tout de suite parce que j'ai vu qu'il y avait des demandes, mais s'il vous plaît, il va falloir patienter un tout petit peu puisque c'est quand même, voilà, c'est assez, on était une toute petite équipe pour organiser ça, on a voulu le faire, c'était notre contribution aussi voilà, pour surmonter cette situation qui est assez difficile, qui a été difficile et qui reste difficile pour de nombreuses personnes. Donc, merci encore à tous. Je vais faire une chose, je vais laisser encore le webinaire ouvert afin que vous puissiez avoir une petite heure encore d'échange si vous voulez s'écrire entre vous, donner vos coordonnées et puis je vais l'étendre petit à petit. Donc, au revoir et à une prochaine fois. Merci beaucoup.